Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Dans son message de vœux du nouvel an 2022, le président du comité militaire de transition, le général d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé qu'un dialogue sans tabou et souverain commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires, à l'issue duquel une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales, transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées. À quelques jours de l'ouverture de ces retrouvailles, des voix se lèvent pour réclamer que la souveraineté du dialogue national inclusif soit a priori consacrée. Cela est-il possible? C'est quoi la souveraineté? Faut-il la décréter avant ou pendant le dialogue? Les décisions du dialogue souverain seront-elles toutes exécutoires? Sinon, quels sont les avantages et les limites de la souveraineté? Telles sont les questions qui sont au centre de ce débat. Et pour y répondre, nous recevons sur ce plateau trois personnalités. L'ancien ministre Baniara Yoyana, vous êtes magistrat, ancien ministre, donc comme je disais, président du sous-comité technique questions sociétales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Et toujours à ma gauche, M. Bedoumra Kordier, ancien membre du gouvernement, président du GRA, appel du 1er juin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et à ma droite, Dr Ali Abdraman Agar, écrivain, conseiller du président de la République. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Zoutané. Alors, pour planter le décor, c'est quoi la souveraineté? La question est posée aux magistrats. Merci. La souveraineté se définit comme la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire un pouvoir absolu et inconditionné. Et cette souveraineté présente deux volets. Il y a d'abord la souveraineté nationale qui est exercée par les représentants élus de la population. Et cette représentation se fait au niveau de l'exécutif par l'élection d'un président de la République dans un système démocratique et par les représentants élus parlementaires, c'est-à-dire les députés, les sénateurs et autres personnalités comme par exemple les maires dans les communes en fonction du découpage et de l'administration en vigueur. Il y a ce qu'on appelle donc ces personnalités élues exercent la souveraineté par délégation de la population, c'est-à-dire toute la population des citoyens un à un dans un pays donné qu'on appelle nation délègue cette souveraineté, c'est-à-dire l'exercice suprême de l'autorité à ces élus-là. Il y a la démocratie populaire. Celle-là est plutôt la souveraineté populaire est exercée directement par la population, c'est-à-dire qui est un corps indivisible et collectif et qui exerce ce pouvoir-là de manière directe sans intermédiaire. C'est le cas par exemple d'une consultation référendaire. La population s'exprime directement sur une question et décide. Voilà les deux formes pour fixer les choses dans l'esprit des gens, les deux notions de la souveraineté déterminées beaucoup plus par la doctrine que par, c'est-à-dire les anciens qui ont développé ce concept-là. Donc nous avons ces deux concepts. Le concept, l'exercice direct du pouvoir, par des décisions qui s'imposent à tous, et l'exercice par la délégation aux dirigeants. Et dans le cadre de la rencontre comme le dialogue national, c'est le même concept qui est appliqué? Effectivement. Le président du CMT, dans son message qui était bien suivi, a dit ce que vous venez de relire. Et tout le monde s'attendait à, justement, l'inclusif existe, c'est prononcé, mais est-ce que le caractère souverain va être accepté? Et lui-même, il l'a annoncé.
Et quand il a annoncé, ça a reconforté tout le monde. Et dans nos documents de préparation au niveau de CODNI, nous allons donc essayer d'approfondir davantage cela. Ça veut dire que l'Assemblée qui va se réunir pour le dialogue sera composée des citoyens et des citoyennes qui vont se prononcer sur l'avenir de leur pays et les décisions que cette Assemblée prendra à force exécutoire, comme le président lui-même l'a dit. Donc, il n'y a pas une autre autorité au-dessus de l'autorité qui a le pouvoir de souveraineté, qui détient la souveraineté. Donc, la souveraineté, c'est l'absolu. Donc, les décisions qui seront prises au niveau du dialogue, en force obligatoire, en force de loi, en force de décision de portée générale. Alors, Monsieur le ministre, la question qui est au centre des débats aujourd'hui, c'est de savoir, faut-il décréter la souveraineté avant ou pendant la tenue du dialogue? Quel est votre point de vue? Bon, vous savez que, comme il vient de le dire, nous sommes dans une situation où le pouvoir, il a bien expliqué, ne relève pas de la souveraineté du peuple. Les dirigeants ne sont pas élus par le peuple. Oui, on est en phase de transition. Le texte de référendum adopté par le peuple n'est plus valable. On est donc dans une phase de transition. Et on a quand même un pouvoir d'État qui existe. Il y a un chef de l'État qui a autorité, qui exerce ce pouvoir-là. C'est déjà donc une bonne chose que la souveraineté soit déclarée. Notre groupe, le groupe de réflexion et d'appel du 1er juin 2021, dès sa création, a fait de la souveraineté sa revendication permanente. Donc notre groupe a été le premier à se réjouir d'entendre cette souveraineté-là. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que le président a clairement déclaré, donc annoncé cette souveraineté. Ce qu'on est en train de souhaiter, c'est qu'il le matérialise simplement. Par un acte. Il le matérialise par un acte. Cet acte peut être la modification de la charte, puisque c'est la Constitution qui nous gouverne. Alors qu'est-ce que la charte dit par rapport à la tenue de ce dialogue? La charte ne parle pas de ça. D'accord? C'est pour ça que nous souhaitons que cela soit rajouté dans la charte si c'est possible. Donc il faut combler ce vide juridique. Il faut combler ce vide juridique, ou bien alors il a capacité de sortir une ordonnance donc pour appeler à ce dialogue-là souverain dans le cadre d'une ordonnance. C'est ce qu'on demande de matérialiser par un acte juridique cette belle déclaration qu'il a déjà faite. Et ça ne change pas du tout le fait qu'on doit aller vers un dialogue souverain. Et quand les gens vont se retrouver, naturellement, ils vont donc acter cela et pouvoir agir. Parce qu'il s'agit simplement de rassurer les gens, de les protéger, de leur donner confiance par cet acte-là, vu l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, Dr Ali Abdrahmane Agar, faut-il se contenter de la déclaration du chef de l'État qui a force de loi, ou il faut sortir encore un acte pour modifier peut-être la charte de transition pour consacrer la souveraineté du dialogue national? Je voudrais avant tout saluer la présence de Monsieur le ministre Baniara, Monsieur le ministre Bedoumra, et vous féliciter pour cette émission qui permet une certaine interactivité sur des questions très importantes, tout en étant d'accord avec la définition très académique donnée par le ministre Baniara. Effectivement, c'est ça la définition de la souveraineté. Et la souveraineté est un acte de liberté qui permet à un corps social élu ou pas, disposant de ce statut-là, de légiférer, et c'est les actes qu'ils prennent et sont exécutoires. On a l'expérience de la conférence nationale souveraine, on a l'expérience d'autres rencontres de cette nature. Et je voudrais aussi, franchement, féliciter le courage du chef de l'État qui, en déclarant de prime abord la souveraineté, a rendu le travail facile pour ce qui est de l'ouverture même du dialogue. Parce que, vous vous rappelez, on a passé une éternité pour réussir à déclarer la souveraineté de la conférence nationale souveraine. Oui. Et là, comme l'a si bien dit le ministre Abdrahmane Koulamalla, on fait une économie de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un contenu à cette souveraineté déclarée dans un discours d'un chef de l'État? Généralement,
les paroles d'un chef de l'État font foi et permettent d'avancer du point de vue juridique. Maintenant, il y a aussi un aspect politique. Les politiciens vont se retrouver, les techniciens vont retrouver, et ils vont donner un contenu. La charte, est-ce qu'il va falloir que ce soit les participants qui, par un vote, comme on l'a fait en 93, vont dire sur la base du discours du président qui va rentrer certainement dans les documents et qui doivent conduire un peu l'ouverture de ce dialogue-là. En tout cas, moi, je suis convaincu d'une chose, la volonté existe et nous n'allons pas nous accrocher sur tout ce qui va empêcher l'évolution normale de cette volonté pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Tchad. Vous savez, au Tchad, on aime trop s'attarder sur les détails. Et comme le diable est dans les détails, ça nous perd énormément du temps. Et là, les réflexions que le groupe du ministre Baniara, du ministre Bedoumra Kordje, avec d'autres éminentes personnalités de la République, ces réflexions que ses amis et ses frères sont en train de faire, balisent, ouvrent des perspectives très intéressantes, parce que le comité des techniciens ne voit pas tout, et l'œil de l'extérieur est toujours intéressant. Et c'est dans la fusion et la conjugaison de toutes ces choses-là qu'on fera un très bon dialogue. Et je voudrais simplement que les intentions soient les plus bonnes possibles pour que cette chance-là ne soit pas ratée une seconde fois. Il ne faudrait pas que 30 ans après encore, on revienne à d'autres formes de dialogue. C'est un peu tout ce que nous voudrions éviter. Donc l'acte de souveraineté est une très très bonne chose. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, est-ce qu'il y a des limites? Naturellement, comme toute chose, il y a des avantages et des limites. Mais moi, je pense qu'il y a plus d'avantages dans la souveraineté que des limites. Mais à vous comprendre, il faut donc décréter cette souveraineté avant le début, c'est-à-dire le 15 février, puisque nous risquons encore de tergiverser pendant des décennies, comme vous avez dit. Non, on trouvera la forme. Je suis sûr que cette fois-ci, on ne va pas débattre des semaines entières sur la souveraineté. Le chef de l'État l'a déclaré. Maintenant, il va falloir matérialiser. Est-ce qu'un décret est suffisant pour matérialiser? Faut-il modifier la charte? Faut-il modifier la charte? Est-ce qu'il y aura une ordonnance? Je crois que ça, c'est un débat qui va s'installer et on va le porter de sorte que la souveraineté est un contenu afin que les actes du dialogue soient exécutoires. C'est ça le plus important. Il faut que les actes du dialogue soient exécutoires afin que la population ressente que quelque chose est en train de changer. Monsieur le Président. Oui, c'est exact, la proposition du ministre Bedoumra avec le complément apporté par le frère Ali. Mais je vous informe que le CODNI, le comité technique qui prépare les dossiers, a déjà mis en place un comité assorti des termes de référence désignant des techniciens qui ont rédigé un projet de règlement intérieur. Et c'est à l'ouverture, au moment de l'adoption du règlement intérieur, que toutes ces précisions seront apportées. Mais le groupe de réflexion du 1er juin 2021 va un peu loin. Il faut même dissoudre le comité actuel et revoir, en modifiant donc la charte de transition. Et, monsieur le ministre, vous soutenez toujours cette position? Nous n'avons pas posé le problème en ces termes. Nous avons dit que le CODNI représente certaines forces politiques. Il y a d'autres forces politiques qui ne sont pas dedans. Il faut rapprocher les deux groupes pour qu'ensemble ils travaillent à l'organisation de ce dialogue. Donc nous restons dans cette logique d'être sûrs, parce que la souveraineté n'a de valeur que si les participants représentent toutes les forces vives de la nation. C'est parce que le peuple ne s'est pas exprimé que les forces vives qui viennent s'exprimer en son nom temporairement pour prendre ces décisions doivent refléter l'ensemble de la nation. Si jamais il y a des gens qui sont exclus, le pays ne connaîtra pas la paix, le pays ne connaîtra pas la stabilité. Donc il faut être sûr que tout le monde est dedans. À partir du moment où aujourd'hui, il y a des forces qui ne sont pas dans le CODNI, il faut trouver un moyen de faire à ce que ces forces-là, avec le CODNI, travaillent ensemble pour qu'on puisse arriver à ce dialogue-là avec tout le monde. C'est extrêmement important. La valeur de la souveraineté repose sur la participation inclusive de toutes les forces qui peuvent donc, au nom du peuple, prendre des décisions consensuelles
prendre des décisions qui reflètent la population et que tout le monde se sente comme ils se sont sentis en 93, que oui, tous ceux qui sont là peuvent parler au nom du Tchad. Mais s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont exclus, on repart encore à zéro. Voilà la préoccupation profonde que nous avons autour de cette question-là. Et docteur disait tout à l'heure, ce vœu, c'est de voir toutes les décisions issues de ce dialogue, qu'elles soient exécutoires. Et est-ce que réellement, en pratique, cela est possible en vous inspirant du passé? Oui, en pratique, cela est possible. Parce que normalement, dès que le dialogue démarre, les autres organes, à part l'organe qui gère la nation, le PCMT, les autres organes doivent être suspendus. Le CNT n'a plus sa raison d'être parce que les décisions du dialogue sont des décisions exécutoires. Donc, le rôle de l'Assemblée provisoire qu'il joue n'a plus lieu d'être. Deuxièmement, le gouvernement en place, c'est un gouvernement de pré-transition et qui sera revu. Il y aura un gouvernement de transition qui sortira des décisions de ce dialogue-là. Donc, à part la présidence du comité militaire de transition qui incarne l'État, les autres organes de gestion vont être revus. Et quelles sont les conditions nécessaires pour que toutes les décisions soient réellement exécutoires? Pour que les décisions soient exécutoires, il faudrait d'abord penser au collège qui va constituer le dialogue. Et c'est là où l'intervention de M. le ministre Bedoumra est tout à fait pertinente. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un sentiment d'exclusion de qui que ce soit. Et je crois que de ce point de vue, au niveau du CODNI, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, on est en train de travailler pour que ces sentiments d'exclusion ne l'emportent pas sur le sentiment de la pleine participation. Ça, c'est d'un de deux. Et c'est quand les gens se sentiront concernés que les actes qu'ils prendront vont être plus facilement, non seulement exécutoires, mais facilement exécutables. Je prends un exemple. En 1993, à l'ouverture de la conférence nationale souveraine, on a proclamé comme acte 2 ou acte 3, je ne me rappelle plus, M. le ministre Baniara, le cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire. Aucun fusil n'a été utilisé sur les 3 mois qu'ont duré les assises. Le cessez-le-feu a été effectif sur toute l'étendue du territoire, etc., etc., etc. Il y a des questions d'importance. Qui incarne l'État? C'est le chef de l'État. Tout le reste est discutable. Parce qu'il ne faudrait pas que la remise en cause concerne toutes les choses. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Et il y a des choses qu'on doit toucher pour que les forces politiques, la société civile, toutes les composantes de notre pays se sentent concernées. Il faudrait lâcher là où on doit lâcher et préserver ce qui permet à la structure de ne pas être détruite par un excès de souveraineté. Excusez-moi, c'est là où la limite va se situer. On ne va pas demander à tout le monde de partir. On demandera à ceux qui, quand ils partent, le bateau ne coule pas, d'accepter de partir. Pour laisser un peu la possibilité aux participants au dialogue de mettre quelque chose, une machine tout à fait nouvelle avec la personne qui est à la tête de l'État et préparer la mise en place d'une nouvelle constitution, un référendum, des élections libres et démocratiques, etc., etc. Voilà un peu. Moi, je crois que très sincèrement, il y a plus d'inquiétude, mais le travail est en train d'être fait de manière très professionnelle. Les avis sont en train d'être pris. C'est vrai, on ne donne pas l'impression de tout voir, mais je pense très sincèrement que personne ne veut échouer. Et ça, c'est très important. Ni l'opposition politique, ni les positions politico-militaires, ni la société civile, ni les personnes indépendantes qui réfléchissent indépendamment dans le cadre des groupes de réflexion, on ne veut plus échouer. On a essayé en 80, on a essayé en 93. Dieu nous donne la possibilité d'essayer encore en 2022. Et pour des gens comme nous, une certaine génération, échouer, c'est même à la limite mortel. Oui, et échouer, quelles sont les raisons qui ont contribué à ces échecs multiples que vous citez? Le manque de bonne volonté.
Le manque de bonne volonté, il y a trop d'intrigues et puis il y a des gens qui n'ont pas trop souciance, qui ne se soucient pas beaucoup du Tchad, vous savez. Notre pays est un pays mal aimé, malheureusement par ceux qui décident. Il faudrait vraiment arriver à une... Il y a 60% des jeunes qui veulent vivre et qui vivront jusqu'en 2050. C'est à eux que ces choses-là doivent être faites. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, en 2052, se retrouve à essayer la même expérience que nous, on est en train de faire. Ce n'est pas normal, ça. Il faut penser au développement durable. Il faut développer d'autres choses plutôt que tout le temps se retrouver, partager gâteau, pas gâteau, etc., etc. Non, il faut arrêter. Voilà, nous allons nous retrouver pour... Oui, allez-y, monsieur le ministre. Sur cette question de l'échec du passé, oui. Je crois qu'il y a une dimension qu'il faut mentionner. 93, il y avait un pouvoir qui est en place, qui est resté. Et qui, probablement, certaines mesures découlant de la conférence nationale souveraine, peut-être ne convenaient pas dans toutes les mesures qui ont été prises. Mais quand on est en place, après, on a le temps de décortiquer et de prendre ce qu'on veut prendre et laisser ce qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les dirigeants sont là pour la transition. À la fin de la transition, leur mandat s'arrête. À partir de ce moment-là, ils n'ont aucun intérêt à biaiser parce qu'ils ne sont pas acteurs ou parties prenantes des mesures qu'ils vont faire prendre pendant la transition pour choisir les dirigeants tchadiens à la fin. Dans ces conditions, ils ont une responsabilité plus libre, plus neutre d'agir parce qu'ils savent qu'à la fin, ils veulent vraiment que le Tchad s'en sorte. Ils ne sont pas dans les calculs pour voir comment eux ils vont profiter de ceci ou de cela, où ils vont revenir, ça leur convient ou pas. Donc maintenant, il revient aux Tchadiens de faire un choix politique avec des élections libres et démocratiques permettant de choisir les personnes qui, cette fois-ci, seront en mesure de mettre en œuvre ce qu'ils auront choisi. Donc le contexte est différent. C'est pour ça que ceux qui dirigent la transition pour s'arrêter à la transition et qui ne doivent pas aller donc être encore candidats sont plus libres, plus neutres et sont en mesure de bien conduire la transition. Et je crois que ça crée de meilleures conditions justement pour que cette fois-ci on arrive vraiment à appliquer ce qui sera décidé par de nouvelles personnes qui seront élues pour conduire le Tchad par rapport aux décisions qui auront été prises. Monsieur le ministre, en dehors des facteurs qui ont contribué négativement à la bonne marche, à la bonne exécution des décisions de la Conférence nationale souveraine de 1993, est-ce que d'autres facteurs ne peuvent pas encore subsister? Par exemple, le problème de moyens, puisque vous vous retrouvez pour discuter et arrêter les décisions, mais ces décisions exécutoires, on ne donne pas les moyens qu'il faut, les moyens financiers notamment. Oui, je reviens d'abord sur un détail concernant les échecs, les ratés de la Conférence nationale souveraine. Ces échecs sont dus en partie au mécanisme de suivi. On n'a pas mis en place un mécanisme de suivi de résolution et ça a contribué à l'échec des décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été normalement mises en œuvre. Ceci dit, concernant les moyens, le gouvernement fait des efforts. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui travaillent à la préparation de ce dialogue. Et c'est l'État a mobilisé les moyens, mais a également fait recours aux partenaires financiers qui l'ont soutenu. Donc si le président a décidé de fixer une date de manière péremptoire, c'est qu'il est sûr des moyens et les moyens ne manqueront pas. Les moyens avant, pendant et après, il y aura ça. C'est vrai que la gestion de 2021 a posé beaucoup de problèmes parce que le budget a été adopté en décembre 2020 et puis il y a eu ces tristes événements qui a tout bouleversé. Tout ce qui a été mis en place et géré aujourd'hui n'a pas été géré sur la base de ce budget qui a été voté le 31 décembre 2020. Aujourd'hui, le gouvernement actuel a mis en place un budget qui doit tenir compte de l'ensemble de nos besoins, de l'ensemble des problèmes que nous allons gérer maintenant, pendant et après.
Moi, j'ai envie de dire aussi une chose, peut-être qu'il va falloir que les Tchadiens le sachent, et ils le savent. Nous sommes une des transitions qui est le moins enlisée. Quand on regarde un peu tout autour, les transitions sont en train de s'enliser un peu partout. Je ne citerai aucun pays pour ne pas créer de problème, mais la nôtre n'est pas encore enlisée. Et c'est le lieu de continuer à... Il y a la volonté de maintenir, de garder la volonté de le délai qui a été fixé. Oui. Toutes les forces sont vraiment, font preuve d'une très bonne volonté, tout aussi bien du pouvoir que de l'opposition, de la société civile. C'est une période de transition assez spéciale, comparée à celle que nous avions vécue en 1993. Celle-là, elle est plus interactive. On discute et les réseaux sociaux rendent énormément du bien, parce que aucun péché n'est caché. On connaît les péchés, et quand on connaît les péchés, les confessions sont plus faciles et les solutions aussi. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, monsieur le ministre. Vous avez parlé des moyens par rapport à 1993. Je ne sais pas si c'était les moyens de la conférence. Qui sont mis après la conférence nationale. Après la conférence. La conférence pour mettre en exécution. Voilà. Je pense que non, il n'y a pas. Aujourd'hui, si nous, à la fin de la transition, on va élire un gouvernement qui, sur la base de son programme. Ce pays a de l'argent. Le Tchad a des moyens. Oui, vous êtes on a mieux placé souffert pour simplement nous de mauvaise gouvernance. On a souffert de détournement de fonds publics. On a souffert de corruption, c'est tout. Le pays a des moyens immenses. Donc on est en mesure de nous développer. Vraiment, les moyens, pour moi, on n'a pas de raison d'être inquiet en disant on n'aura pas de moyens. Non, nous avons nos propres moyens internes. Si nous nous concentrons sur ça, nous allons nous développer. Et si nous gérons bien nos ressources, les gens peuvent encore nous aider beaucoup plus facilement. Il y a des pays qui, aujourd'hui, en termes d'aide au PIB, des pays comparables, comme le Burkina, c'est 7%, nous sommes à 3%. On va dire on ne nous aime pas. Non, c'est parce que les gens n'ont pas confiance dans la gestion de nos ressources. Mais l'aide extérieure n'est qu'une petite contribution. Nos propres ressources internes doivent être les plus importantes et nous les avons. Gérons ça bien et nous pouvons nous en sortir. Donc on n'a pas à s'inquiéter, à mon avis, si on prend la bonne direction. Les moyens ne sont pas des choses qui vont nous bloquer. C'est une assurance. C'est une assurance, monsieur le ministre. Alors, parlons toujours des limites de la souveraineté. Est-ce que parmi les limites, vous avez énuméré quelques-unes, il y en a qui peuvent subsister encore, en dépit de tous les efforts que vous fournissez, surtout au niveau des CODNI? Oui, en termes de souveraineté, il n'y a pas d'autres limites. J'ai dit que c'est l'autorité suprême, la détention de l'autorité suprême et la détention du pouvoir suprême. Au-delà, au-dessus du souverain, il n'y a rien d'autre. La seule chose qui contrôle le souverain dans un système démocratique, c'est la population. Donc, la souveraineté populaire s'exercera quand ce sera nécessaire sur certains sujets. Je l'ai dit, la souveraineté est déléguée aux élus. Les présidents, les élus locaux, les députés, etc., etc. Ça, c'est de la souveraineté déléguée. Déléguée pourquoi? Parce que le peuple reste souverain, reste propriétaire de ce droit et peut à tout moment le retirer. Le contrat de la souveraineté nationale est facile. C'est ceux qui ont élu qui peuvent démettre ceux qui sont élus qui ne travaillent pas bien. Donc la seule sanction, la limite extrême, c'est dire tu n'as pas joué ton rôle, retire-toi, on trouvera quelqu'un d'autre à ta place. Voilà ce qu'il faut comprendre par souveraineté déléguée. La souveraineté populaire reste, qui est la détention de ce pouvoir par la population, individuellement et dans l'ensemble de la population, ce qu'on appelle les détenteurs physiques. Parce que la souveraineté nationale est une abstraction. C'est quelque chose qui ne se mesure pas. C'est exactement ça la différence. Mais le vrai souverain, qui est le peuple, peut décider au dernier moment pour dire, par exemple, nous allons au référendum sur tel ou tel sujet. Et ça se fait. Ça se fait. Il y a des pays que nous connaissons, comme la Suisse, qui exerce régulièrement la souveraineté populaire.
Lorsqu'il faut couper un arbre dans la rue, il faut consulter le quartier. Dans le quartier, qui est pour, qui est contre. Si on coupe cet arbre-là, on fait quoi à la place? C'est ça l'exercice populaire de la souveraineté. Et il n'y a pas d'autre limite, parce que j'ai dit, c'est un pouvoir absolu. Et ce pouvoir absolu est détenu par la population qui délègue à ses représentants élus. Mais dans les faits... La qualité de la souveraineté est étroitement liée à la qualité des participants. Ça, c'est très important. Vous pouvez avoir des bénis qui vont applaudir n'importe quoi et après, on aura le sentiment d'avoir vécu juste un spectacle des ombres et lumières. Mais si les participants sont bien, et moi j'entends par bien des gens qui aiment vraiment profondément le Tchad, qui se préoccupent du Tchad, qui veulent que le Tchad, pour ne parler que de l'actualité, participe aux différents tournois du monde, qui pensent que le Tchad est un pays qui ne mérite pas d'être là où il est, qui ont une vision sur les 30 ans, 50 ans, etc., la souveraineté, elle sera une très grande souveraineté. La deuxième chose, c'est la qualité du présidium. Il faudrait aussi que, très sincèrement, que les participants mettent en place un présidium avec des gens qui ont le souci de l'unité nationale, qui ont le souci de la paix, qui ont le souci de la stabilité, de la sécurité, du développement. Paix à son âme, le feu Maurice Adoumel Bongo a été d'une très grande classe, parce que la question du bilinguisme a été traitée avec beaucoup de il était le président doigté. du présidium de la Conférence nationale souveraine de 1993. Il a été élu. Oui. Moi, je fais partie de ses électeurs, n'est-ce pas? Donc, parce qu'on savait qu'il a un potentiel qui lui permettait de faire les choses. On avait les Assal et Djibrine, toute une équipe qui n'avait que le Tchad, qui n'avait que la réussite de la conférence nationale souveraine. Et ça a été, les débats étaient très très profonds. Vers la fin, la conférence était pratiquement une fête. On sentait une fusion entre les Tchadiens. Et c'est ce que les gens attendent. Comme l'a si bien dit Baniara, le grand frère Baniara, les participants, il faut que le CODNI fasse un effort pour que les participants soient des vrais participants. Et c'est là où la contribution de l'intelligence tchadienne, de l'élite tchadienne, de l'opposition tchadienne, de la diaspora tchadienne, n'est-ce pas, est attendue. Est attendue pour que vous êtes sans ignorer que quelquefois, bon, on invite certaines personnes qui vont se lever juste pour parler afin que les gens les regardent et qu'on dise qu'ils sont bien. Non, il faut éviter ça. Vraiment, nous, on ne veut pas de spectacle. On veut que le Tchad soit mis devant toutes les situations. Les gens qui sont morts, les gens qui sont battus, c'est pour que le Tchad vive, pour que le Tchad soit un pays normal. Et ce dialogue-là est une occasion pour que le Tchad soit un pays normal. Il ne faut pas faire rater cette occasion, vraiment aux Tchadiens. Oui, Monsieur le ministre, la question des participants se pose effectivement. On peut décréter la souveraineté du dialogue, mais si les participants n'ont pas la compétence requise, s'ils ne peuvent pas mesurer l'importance des décisions qu'ils vont prendre, s'ils sont là pour applaudir, cela ne va pas influencer sur les décisions qu'on attend de ce forum. Je partage totalement ce que les deux ont dit avant moi. Le risque de l'échec repose sur le fait que si les gens qui viennent n'ont pas la bonne volonté, n'ont pas la bonne foi, n'ont pas, comme il le dit, le Tchad comme objectif. Parce que si tous nous pensons que le Tchad doit enfin sortir de là où il est, on est resté trop longtemps derrière, trop longtemps par terre, comment nous pouvons unir nos forces pour que ce pays puisse décoller comme les autres pays? Si nous avons ça en tête, alors nos divergences vont trouver une solution. Donc il faut vraiment des gens qui ont une vision pour le Tchad, qui savent ce qu'il faut faire pour ce pays et qui viennent s'asseoir pour que tout ce qui est différent, tout ce qui est pensé différemment, on arrivera à trouver un consensus. C'est la base du consensus. Donc il faut qu'il y ait la bonne foi dans l'intérêt du Tchad. Pas des gens qui viennent, comme il le dit, parce qu'ils ont des calculs, qui va s'en sortir, qui va avoir ça, qu'est-ce que moi je peux avoir derrière. Si on amène cette catégorie de personnes, ils vont empoisonner la conférence et on n'aura pas le consensus nécessaire
Et c'est ça le risque. Il faut donc, comme il le dit, il y ait une sélection intelligente, une sélection rigoureuse des participants. Les gens ne viennent pas dans la salle pour apprendre à parler ou à développer des idées. Les gens ne viennent pas dans la salle pour dire « Ah, il y a ça, ça, j'y pense ». Non, ce n'est plus lui. Il représente des gens. Il est un délégué sur des sujets où que les gens ont réfléchi, ont pensé. Il faut vraiment donc sélectionner des gens qui ne viennent pas pour remplir la salle et applaudir. Et créer le rapport de force par leurs applaudissements. C'est le Tchad. Ce n'est pas de l'applaudissement. On doit être sérieux et donc sélectionner rigoureusement les gens. Et comme il le dit, le présidium, la manière de discuter, la manière de prendre les débats, tout ça doit être profondément réfléchi. Pourquoi, enfin, je crois que chaque Tchadien a honte de voir où nous sommes. C'est pénible de voir où nous sommes, dernier partout. Pourquoi? Nous ne le méritons pas. Et donc, ceux qui veulent vraiment qu'on avance, c'est ceux-là qu'on doit amener pour qu'ils pensent le Tchad. Et je pense que si on vient avec cet esprit, cette bonne foi, cette volonté de réussir, nous allons pouvoir le faire. Mais en toute chose, c'est la qualité humaine qui l'emporte. Assurons-nous que nous ayons les gens de qualité qui peuvent aider à ce que cette conférence-là aboutisse. Et cela nécessite un travail minutieux en amont. Et c'est ce que le comité est en train de faire. On espère que vous êtes en train de placer les éléments nécessaires pour que nous puissions obtenir le nombre de participants qualifiés pour, n'est-ce pas, aboutir à des résultats escomptés. Oui, on a mis en place plutôt... vous l'avez dit tout à l'heure, un comité technique de réflexion sur les critères de participation, qui doit représenter qui et qui doit faire quoi. Le problème du nombre sera déterminé pour des raisons budgétaires par rapport à ce que chaque groupe, chaque classe, chaque organisation propose à l'équipe des techniciens qui réfléchissent actuellement et qui travaillent actuellement sur le critère de participation et le nombre de participants. Je pense sincèrement que ces experts qui vont être désignés pour faire ce travail le feront sur la base des offres. Je pense que toutes les organisations qui seront invitées donneront la liste. Et aujourd'hui, au CODNI, on n'a pas pris les gens au hasard, on a pris les gens sur la base de leur CV. On ne va pas prendre n'importe qui pour venir perturber les réunions. Je crois que la même démarche sera adoptée pour la sélection. Les organisateurs, les participants, les organisations participantes pressenties devraient envoyer la liste de ceux qui doivent les représenter de manière à ce que les techniciens se prononcent très clairement sur leur bonne foi, sur leur capacité intellectuelle à aborder des sujets d'importance. Et c'est ça, je crois, que nous attendons de la part de ces experts qui préparent, qui travaillent sur les critères de participation et le nombre de participants. Et les critères déclinés tout à l'heure par monsieur le ministre, vous trouvez que c'est... Oh oui, moi ce sont de très bons critères. En plus, il y a d'autres critères. Hein. Vous allez dans les zones rurales, vous trouverez un vieux rural ou un jeune rural qui a plus d'expérience dans son monde à lui, en tant qu'éleveur ou agriculteur. Et ce sont des gens qu'il va falloir écouter. Moi, excusez-moi de me référer à des choses que je connais. Qui n'a pas apprécié Pirkoloso Akwena Benoît? Chaque fois que ça sentait le roussi, il était là pour intervenir parce qu'il puisait sa force dans sa sagesse ancestrale en tant que chef traditionnel. Et on les avait eu, ces chefs traditionnels qui ne parlaient pas, mais quand ils parlaient, c'était bien. L'ancien chef de canton de Bayaka. Oui, oui. Tout le monde a apprécié le rôle discret de l'évêché, du Conseil supérieur des affaires islamiques, etc., etc. Je crois que, et puis il y a des jeunes d'une très grande tendance à rendre la vie au Tchad plus facile.
Donc moi, les critères, je crois qu'il faut faire attention sur les critères, ne pas jouer au sentiment, au népotisme. Mon frère n'est pas là, ma tante n'est pas là. Voilà, au petit calcul. Petit calcul de bas étage qui ne nous amène pas très loin. Penser Tchad. Moi, je ne sais pas, je suis un peu obsédé par cette question de penser Tchad. Peut-être parce que je n'ai pas d'autre pays. Je n'ai que ce pays-là, quand ça brûle, je n'ai pas d'autre endroit. Donc, penser Tchad. Toutes les fois qu'on intervient, on pense Tchad. On pense aux agriculteurs, on pense aux éleveurs, on pense aux paysans. Pas seulement en N'Djamena. On pense aux gens qui vivent la vie debout à partir de 4 h du matin. Et là, quand on a un peu cette idée, ça devient un peu intéressant. Mais pas penser soi-même, comme l'a si bien dit M. Bédoumra, quand ici ça ne va pas, on est parti. Non, on doit faire en sorte qu'on ne parte plus. On est chez nous, on doit réparer le chez nous par nous-mêmes, par nos intelligences. Et Dieu merci, le pays a des talents à tous les niveaux, il va falloir les utiliser. Voilà. Et les jeunes ont besoin de ça. Ils ont droit à vivre chez eux, les jeunes Tchadiens, à trouver du travail chez eux, à être heureux chez eux, à applaudir les SAO nationales dans un match de football contre je ne sais pas qui. Pourquoi tout ça on doit s'en priver alors qu'on peut le faire? Et le ministre Bédoumra, mieux placé pour toutes ces expériences, ancien ministre, ancien patron de la BAD, si l'ancien patron de la BAD dit qu'au Tchad il y a de l'argent, c'est qu'il y a de l'argent. Il ne le dit pas juste pour faire une déclaration. Et moi, en tant qu'enseignant d'économie, je sais qu'il y a de l'argent. Il faut savoir le mobiliser, savoir le trouver. L'argent, c'est pas ce qui va faire défaut en parlant des moyens. Oui, au Tchad. Mais pensez Tchad, s'il vous plaît. Oui, et les critères, nous sommes toujours sur les critères. Est-ce que vous avez des propositions pour les critères qu'il faut pour le choix des participants à ce dialogue souverain? Oui, nous avons des critères. Notre groupe est en train de réfléchir aux critères. Donc notre comité travaille. On va certainement verser ça dans les débats. Mais nous pensons que le plus important dans ce processus, c'est que les critères soient rendus transparents pour que ce soit échangé avec tout le monde. Si on l'applique sans le rendre transparent, on soulèvera encore des problèmes. Les problèmes qu'il vient de mentionner vont ressortir. Ah, ils se sont arrangés, mais si les critères sont rendus transparents, tout le monde est au courant et les gens voient que c'est objectif. Et il y aura des désaccords, mais dans la vie, c'est normal. Mais quand quelque chose est correct, même la personne qui n'est pas d'accord, il va dire non. Ce qu'ils ont fait là est très bon, je suis d'accord. Maintenant, on pourra appliquer plus librement. Donc je crois que c'est un travail de réflexion, de concertation. Et le mois venu, on va travailler là-dessus. Mais nous insistons, non, sur le fait qu'il faut qu'on arrive dans cette concertation à savoir de quoi on va parler. C'est quand même important de revenir à l'agenda, les principaux points. Ça permet de choisir des délégués qui vont venir pour en parler. Nous avons déjà dit, par exemple, les gens ne doivent pas venir pour discuter du fait qu'il y a l'eau, il n'y a pas l'eau, il y a l'eau, il y a l'électricité. Non. C'est pas ça qui va être discuté au niveau du dialogue. Ça, c'est le gouvernement élu qui va présenter un programme de développement du pays et le peuple va l'élire pour mettre ça en œuvre. Il faut élever un peu le niveau de Toutes les régions du Tchad ont besoin d'eau, d'électricité. On n'a pas besoin de venir au dialogue pour ça. Mais on a des questions politiques, on a des questions de société, on a des questions institutionnelles. C'est de ça que nous allons discuter pour voir ensemble comment nous allons relever notre pays. À partir de ça, on ne fait pas venir des gens pour faire de la diversion, on fait venir des gens capables de contribuer à ce débat-là. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Ce qu'on va décider va peut-être gouverner le Tchad peut-être 20, 30, 40 ans qui viennent. Donc on ne s'amuse pas avec ça. Et donc je pense que de quoi nous allons discuter pour choisir des gens à mesure de venir en discuter est vraiment important. Et je pense que les gens qui travaillent sur les critères, certainement ils ont ce background-là derrière le dos. Parmi les questions prioritaires importantes que vous venez de relever, il y a également des questions de la sécurité. Le docteur Ali Abderrahmane Agar avait dit tout à l'heure que lors de la conférence nationale souveraine de 1993, le cessez-le-feu a été décrété, mais ça n'a pas été pour longtemps. Quelques temps après, il y a eu le premier soulèvement. Je ne sais pas si c'est Kété Moïse avec ces éléments. Et est-ce qu'il n'y a pas de mesures qu'il faut prendre, il n'y a pas de réflexions qu'il faut faire pour éviter qu'on reparte encore à la case de départ sur le plan de la sécurité? Et en ce moment, les politico-militaires sont réunis quelque part pour le pré-dialogue. Il faut peut-être intégrer réellement leur point de vue. Monsieur le ministre Baniara. Oui, le problème de sécurité, on parlait tout à l'heure
de développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et la sécurité aujourd'hui se résume à rien d'autre que gérer le problème des mécontents. Il faudrait que, si on parle de sécurité, on parle de l'armée. Il faut qu'à la sortie de ce dialogue, on ait également une armée républicaine, composée de tous les Tchadiens, qui ont pour seul objectif défendre les trois couleurs, le bleu, jaune, rouge. Évitons donc de poser des problèmes qui amènent des frustrations en gérant les choses. Au lieu de les voir de manière globale, on le voit par rapport aux intérêts des uns et des autres. La question d'une armée républicaine doit être également au cœur des débats. Au cœur des débats, une représentation proportionnée à l'importance des groupes, à l'importance des régions. Mais je dis, lorsqu'on parle d'une armée nationale, une armée républicaine, le soldat n'a pas de couleur. Ce soldat n'a pas de couleur. Il n'a ni ethnie, ni couleur, ni région. Il doit être un militaire, un soldat au service de la République, au service de la population tchadienne. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi. Parce que ces problèmes de... Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont révoltés, qui sont frustrés, qui prennent les armes parce qu'ils ont vécu une injustice, mais ça ne suffit pas. Il y en a qui le font parce qu'ils considèrent que prendre les armes constitue un fonds de commerce pour eux. Il faut éviter de faire des soulèvements, des fonds de commerce perpétuels. Et c'est ça qui tue le Tchad. Oui, docteur, vous êtes d'avis, hein? Je suis vraiment d'avis. La sécurité est étroitement liée à la justice. Vous êtes injuste? Oui, la justice sociale. Même chez vous, si vous êtes injuste, vos enfants vont se révolter et c'est... Vive les dégâts. La deuxième question, c'est la question de la qualité de l'administration territoriale. Nous sommes tous fatigués des sous-préfets analphabètes qui ne décident rien. On a une école nationale d'administration qui fonctionne. Tous les deux, nous intervenons, qui fonctionne depuis 62. Il est temps qu'on nomme les cadres conformes là où on doit les nommer. 3. La question de l'éducation. L'insécurité est étroitement liée à la qualité de l'éducation. Tant que l'école ne sera pas un ascenseur social, vous ferez la sécurité que vous voudrez, vous mettrez les militaires que vous voudrez, ça ne marchera pas. Et il y a un autre phénomène sur lequel le ministre Baniara a toujours travaillé, les droits coutumiers. Nous avons tellement de chefferies traditionnelles que l'État s'est dilué dans ces structures qui sont très éloignées de leurs fonctions historiques. Vous avez aujourd'hui plus de 1400 chefs traditionnels dans un pays qui n'en demande pas 200. Le double de ce qu'on avait avant 1990. Chaque personne, dès qu'il s'est fait un petit moyen, veut être chef traditionnel. Sultan, cheikh, je ne sais pas quoi, etc. Pourquoi? C'est parce que l'insécurité est devenue une source de revenus. N'est-ce pas? Et puis les rébellions, là je voudrais féliciter le gouvernement d'avoir augmenté le salaire des militaires. Ça éviterait le transvasement des gens de gauche à droite, etc., etc. Mais la question de la sécurité, il faut qu'on le dise, est étroitement liée à deux notions, la justice et la qualité de l'administration territoriale. Et là, je voudrais féliciter le gouvernement d'avoir annulé le décret qui, il y a 2 jours, a fait tellement jaser les gens. Il faut éviter... Le décret portant nomination des sous-préfets. Oui. Très sincèrement, les ministres, membres du gouvernement, doivent rendre la vie facile à l'État tchadien. Je le dis sans complexe. Parce que quelquefois, c'est nous-mêmes en tant qu'institution qui créons des problèmes à l'institution. Il faut arrêter avec ces choses-là. Oui. Et sur le plan de la sécurité, est-ce que vous avez également des propositions à faire, les garde-fous à placer pour éviter encore des perpétuels soulèvements, rébellions? Il y a 2 aspects en matière de sécurité, en étant totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Il y a l'aspect sécurité par rapport au dialogue, il y a l'aspect sécurité après le dialogue. Pendant le dialogue, je crois que c'est déjà une très bonne chose qu'il y ait cette équipe spéciale
qui discute avec les politico-militaires de façon à régler un certain nombre de questions militaires pour qu'ils viennent participer. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Si quelqu'un est tellement fâché qu'il allait prendre des armes et qu'il vient nous dire pourquoi il est fâché. Pourquoi il est fâché. Est-ce que ce qui le préoccupe ne peut plus être pris en compte aujourd'hui pour qu'il ne reparte plus mourir ou faire mourir d'autres enfants, parce que généralement les dirigeants ne meurent pas. Donc il faut absolument qu'on réussisse à amener, et c'est dommage parce que dès qu'on a dit forces politico-militaires, moi je pensais qu'il y en avait 4 ou 5, maintenant on me dit il y en a 20, il y en a 30, c'est comme si chacun, comme ils l'ont dit exactement, c'est devenu au fond du commerce, et que tout le monde veut apparaître comme étant un mouvement politico-militaire. Quel est ce pays où nous vivons avec des politico-militaires en permanence, politique, militaire? C'est quelque chose que le Tchad doit arrêter. Il faut qu'ils viennent à cette conférence-là, qu'ils s'expliquent. Sinon, qu'ils disparaissent, mais qu'ils viennent parce que c'est l'occasion pour que les Tchadiens s'expliquent et choisissent ensemble ce qui peut régler le problème. Donc, effectivement, ces négociations sont importantes. On doit pouvoir assurer la sécurité des gens qui participent, y compris ceux-là. Ils peuvent avoir des méfiances légitimes, donc ça peut se négocier de plusieurs manières pour voir comment la sécurité sera assurée et que les décisions exécutoires qui seront prises lors de la souveraineté de la conférence puissent les rassurer et que de là on va de l'avant. Donc vraiment, ces gens, il faut qu'on règle ce problème-là et qu'on arrive à aller de l'avant. Il y a maintenant une autre dimension que je vois. Je crois que le docteur a soulevé ça, c'est comment les gens peuvent se sentir libres, se sentir à l'aise dans ce pays pour ne pas avoir à quitter, pour ne pas avoir cherché à se battre. Et ça touche à la question de la liberté. Ça touche à la question du fait que les gens veulent manifester, il faut les laisser. Il ne faut pas les réprimer. Il ne faut pas empêcher les gens de s'exprimer. Il ne faut pas qu'un journaliste, il a écrit ça, ça ne plaît pas, il faut qu'on l'arrête. C'est tout ça qu'il faut qu'on arrête totalement pour que les gens se sentent libres. Qu'ils se disent que je ne suis pas obligé de m'exiler. Aucun Tchadien ne doit être obligé à s'exiler pour ce qu'il dit. Ça, c'est des éléments importants pour rassurer les gens, pour qu'ils restent dans leur pays et qu'ils s'expriment, ils travaillent et on va de l'avant. On n'a pas besoin que des gens aillent dehors prendre les armes et qu'on arrête ça et comme ils le disent tous, la justice. Je pense qu'il y a une dimension dans notre politique que nous devons développer consciemment plus tard, c'est la diversité. On ne parle pas de diversité au Tchad. Nous sommes un pays très divers. Un ministre qui prend une décision doit penser à la diversité du Tchad. Il ne peut pas faire des nominations sans le respect de la diversité du Tchad. Sinon, nous n'allons pas rester ensemble. Oui, nous avons un dernier point sur lequel nous voudrions revenir là-dessus. C'est la participation des hommes politiques. Les hommes politiques, les leaders des partis politiques. Faut-il peut-être essayer de voir également ce côté pour éviter que les résultats issus de ce dialogue ne soient pas encore influencés par les hommes politiques tels que vous avez eu à relever tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire en 2 minutes? Oui. Non, les hommes politiques doivent avoir une vision plus globale et plus générale. Parce qu'on n'est pas chef de parti politique pour participer à quelques subsides que le gouvernement met à disposition des partis. On est chef de parti politique parce qu'on a un idéal à défendre, parce qu'on sait que ce que j'ai comme programme peut être un véritable contrat de société avec la population tchadienne le jour où j'arrive au sommet du pouvoir. Voilà. C'est ça qui doit guider la réflexion des partis politiques. Oui, un mot à dire par rapport à cette question? Oui, il faut qu'ils soient généreux il faut que les hommes politiques soient généreux. Il faut qu'ils soient généreux comme au Sénégal. Comme, je ne sais pas moi... Qu'ils voient l'intérêt national. Au Botswana, ou bien comme en Tanzanie. Regardez ce qui se passe en Tanzanie. C'est ça la beauté du jeu politique. Mais pas les petits trucs, etc. Bon, en tant qu'enseignant, on a souvent tendance à parler très ouvertement. Mais moi, je trouve qu'il y a des hommes politiques qui sont des hommes politiques seulement juste pour amuser la galerie. Mais il y a de très bons hommes politiques au Tchad. N'est-ce pas? Et ils sont là, on les connaît, ils bossent, ils mobilisent, ils travaillent.
ils sont des deux côtés, ils sont du côté du pouvoir que de celui de l'opposition. Ceux-là, il faudrait aussi qu'on leur donne la possibilité de s'exercer véritablement. Parce que très souvent, au Tchad, on donne souvent la parole à la lie. Il faut donner la parole au contenu. Et ça, c'est une très bonne occasion pour que, franchement, il faudrait qu'on sorte de la médiocrité. Et le terme n'est pas fort. Nous avons réussi à rendre médiocre toutes nos démarches. N'est-ce pas? Oui. Et ce dialogue-là est un bon dialogue. Et moi, je le dis en tant que conseiller du jeune chef de l'État. Je travaille avec lui, je discute avec un ami que j'aime, David Oudengar, avec d'autres conseillers. La bonne volonté existe chez le chef de l'État. Il faudrait que cette chance-là ne soit pas perdue. Oui, pas perdue, surtout l'influence des hommes politiques. Monsieur le ministre, en 2 mots. Oui, en 2 mots, je dirais que les hommes politiques, normalement, quand on crée un parti politique, c'est pour le pouvoir. C'est pour ça qu'on a créé son parti. Avec un projet de société. On a un projet de société. Donc ce qui doit préoccuper les hommes politiques, c'est de s'assurer que les règles du jeu qui vont sortir du dialogue, cette fois-ci, leur permettent librement d'aller aux élections. C'est ça qui doit les préoccuper. C'est ça qui doit être leur revendication. Donc si le dialogue permettra d'avoir des lois électorales transparentes, un comité, un organe chargé d'organiser des élections qui est rassurant, si tous ces éléments sont mis en place, l'homme politique doit être content parce qu'aujourd'hui, il peut maintenant aller en compétition avec satisfaction. Et c'est sur ce terrain-là qu'eux, ils doivent se battre pour qu'à la sortie, ce soit des partis qui s'expriment librement. Peut-être avant la sortie, que vous leur donnez l'occasion aussi de s'exprimer pour qu'on sente qu'est-ce qu'ils veulent exactement qui est bon pour eux en tant qu'hommes politiques qui sortent de ce dialogue-là. Je crois que c'est très enrichissant et ils ont un rôle à jouer dans ce sens-là. Et que les partis qui sont créés juste pour avoir les 5 millions, avec le temps, ils vont disparaître. Voilà, merci, monsieur le ministre Bayana Yoyana. Vous êtes magistrat, ancien membre du gouvernement, président du sous-comité technique et questions sociétales. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de venir. Monsieur Bedoumra Kordje, ancien membre du gouvernement, président du CRA, appel du 1er juin 2021. Monsieur le conseiller du chef de l'État, Dr Ali Abderrahmane Agar, vous êtes aussi écrivain. Merci d'avoir apporté de la lumière sur ce thème avantages, limites de la souveraineté du dialogue national inclusif. Mesdames et messieurs, merci de votre compagnie. Au revoir et à la semaine prochaine.